Bon, parfait. On va pouvoir débuter. Donc, on a, on a Nicolas Thierry, qui est le sympathique monsieur à la droite, qui va pouvoir du coup faire la petite présentation. Pour le présenter très rapidement, donc Nicolas Thierry, c'est un ex-5A qui vient d'être diplômé, qui est du coup en stage, si j'ai bien compris, futur employé à NVIDIA, qui du coup va vous présenter les FPGA, qui est un domaine qu'on ne voit pas trop à l'Estaca, et du coup, lui, il travaille là-dessus au quotidien, il nous en dira plus. Et d'ailleurs, on salue Hugo Allaire, qui était également à l'origine un petit peu de cette présentation, c'est lui qui voulait le faire initialement, de la même promo que Nicolas Thierry, et qui a, je crois, un petit peu aidé à faire cette présentation. Bon, alors, bonjour à tous, vous m'entendez tous bien ou pas, même au fond? Magnifique. Du coup, donc, comme Aurélien a dit, moi c'est Nicolas Thierry. Je travaille maintenant à temps plein sur des sujets FPGA. Et on a eu l'idée de monter cette présentation parce qu'on en entend de plus parler, je pense, et on a eu de plus en plus de questions de nous dans l'assaut. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de faire une petite présentation pour regrouper un peu toutes les infos et puis vous aider aussi si jamais vous voulez un peu vous lancer dans ces sujets-là, savoir par où les prendre parce que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de documentation en ligne, etc. Donc c'est bien des fois d'avoir un petit repère pour savoir où partir. Et même si vous rencontrez ces sujets-là après en entreprise ou en stage, au moins vous saurez globalement de quoi ça parle. Ça permet juste de comprendre un peu les enjeux, de quoi les gens ont besoin ou pas globalement. De toute façon, là, on est plutôt sur une intro, c'est pas vraiment un cours, c'est plus pour comprendre de quoi ça parle. Avant de commencer, parce que moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, est-ce qu'on peut faire un petit vote à main levée sur, d'abord, qui en a déjà entendu parler? Ok, pas mal. Et qui en a déjà utilisé ou compte en utiliser? Ça me manque un petit peu quand même. Ok. Bon, du coup, je vous propose qu'on commence. Si jamais vous avez des questions, n'importe quand, n'hésitez pas à lever la main, on fera une petite pause, on va expliquer des choses. C'est la première fois qu'on fait cette formation, donc le déroulé n'est pas forcément rodé, il va être hyper équilibré, n'hésitez pas. Alors du coup, on commence d'attaque, un FPGA, qu'est-ce que c'est? Je vais rentrer petit à petit dans le détail. Donc, on va rester au début extrêmement haut niveau, on va dire. Donc, un FPGA, c'est une puce qui est embarquée dans des circuits numériques. On va s'arrêter là pour l'instant et on va regarder juste un tout petit peu d'histoire pour voir un peu d'où on vient. Donc, globalement, vous avez dans les années 50 l'invention des transistors qui a permis de faire ce qu'on faisait avant avec des relais un peu gros. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des amplis à lampe ou des choses comme ça. C'est un peu massif. Avant les années 50, c'est Alan Turing qui fait une machine pour décoder l'énigma qui fait, je sais pas, une dizaine de mètres par 5 mètres de haut à peu près. Et il y a des gens plutôt malins qui se sont dit que ce serait bien de miniaturiser ça. Donc on a commencé à voir les petits transistors. Si vous avez bidouillé de l'électronique, vous en avez sûrement déjà utilisé, un petit truc à trois pattes noir. Ça, c'est des transistors. Et ça permet de faire globalement un peu tout en électronique. C'est un fondement assez universel. Et avec ça, vous pouvez tout faire. Donc c'est de là où c'est parti. Dans les années 60, il y a des gens qui se sont dit, avec ces transistors-là, on peut bien faire des circuits complexes. C'est sympa, mais faire ça avec des transistors à la main, c'est un peu compliqué. Donc on va faire des puces. Les puces TTL, c'est des trucs que vous avez, je sais pas si vous voyez mon pointeur, là. C'est des grosses puces, ça ressemble de très loin à une Arduino, pour ceux qui en ont déjà vu. Et en fait, ça regroupe plein de transistors ensemble pour faire des fonctions un peu de base. Donc vous aviez des puces comme ça pour faire des additions, des portes et dans vos circuits si vous voulez mettre je sais pas, des boutons qui contrôlent les LED, des choses comme ça. Vous utilisez ce genre de puces sur des gros PCB. Et ça a tenu vachement longtemps en fait.
des années 60 jusqu'à des années 90, je pense, on utilisait des circuits comme ça pour faire des circuits qui vont compresser les images, etc. Mais ça, c'est hyper lourd. Enfin, en fait, on se rend bien compte que là, si vous avez des petites puces qui font des additions, vous faites 10 additions, vous avez 10 puces, votre circuit, il fait déjà 30 cm. Ça commence à être un peu compliqué si vous voulez mettre ça dans un petit avion, dans une voiture, enfin, c'est impossible. Donc après, ils ont eu l'idée de regrouper des transistors pour faire des microprocesseurs. Donc ça, c'était des puces, on en a encore plein. Hein. Même, ça se rapproche exactement de ce que vous avez dans vos PC, des CPU, c'est exactement ça. C'est plein de transistors qui sont capables de faire des choses extrêmement génériques en lisant des instructions que vous lui donnez. Et avec ça, on pouvait plus ou moins tout faire, sauf que il y avait encore plein de choses qui restaient sur ces puces-là, tout ce qui est un peu spécifique, qui a besoin de circuits analogiques, en fait, globalement. Donc pour ça, il y a des gens, encore une fois, des gens malins, toujours, qui ont fait des FPGA. Donc là, vous avez le premier FPGA qui a été fait par Xilinx. C'est toujours un des plus grands constructeurs aujourd'hui de puces FPGA. Et eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que ce serait pas mal d'avoir les petites puces que vous avez là, miniaturisées énormément, agencées dans une sorte de très grosse matrice qu'on peut utiliser et reprogrammer pour faire un peu ce qu'on veut. Et en fait, c'est globalement parti de là, et c'est pas plus compliqué que ça, en fait, un FPGA. Ça fait des choses compliquées, mais c'est extrêmement simple. En fait, souvent, plus le produit est simple, plus l'utilisation est compliquée. Avant de voir un peu vraiment ce que c'est, on est un peu en suspense, on va juste voir les cas d'utilisation en gros, comme ça vous comprenez un petit peu dans quoi c'est utilisé, quand est-ce qu'on les rencontre. Donc j'ai remis les 4 domaines, on va dire, où on les retrouve le plus, c'est pas les seuls, mais si vous bossez dans ce domaine-là, vous allez forcément en entendre parler si vous faites du logiciel, des cartes électroniques ou du système. Enfin, du système un peu à bas niveau, parce que ce n'est pas forcément que c'était tout le temps. Donc aérospatial, aéronautique, défense, c'est un peu la même chose que l'aéronautique spatiale, donc forcément c'est ici. Et il y a un domaine extrêmement important, je pense que c'est là où il y a le plus d'innovation sur les FPGA et le plus d'algorithmes compliqués, c'est les télécoms. Pourquoi? Parce que, en fait, avec les FPGA, on va gérer surtout des opérations de flux. Donc, quand on veut avoir de la haute performance, par exemple, vous avez une tour 4 ou 5G, chaque liaison, c'est 1 giga à peu près seconde. Vous voyez ça sur vos téléphones. Et bah, en fait, c'est bien, et sur une tour, il y a plein d'antennes. Du coup, la tour, elle va gérer 100, 1 téraseconde. Du coup, ça fait des flux un peu gros. Donc, on ne peut pas juste mettre des petits processeurs pour gérer ça. Il nous faut des cartes spécifiques. Si on veut développer des puces, c'est trop cher. Donc, on se met sur un entre-deux, on utilise beaucoup de FPGA. Il y a un autre aussi cas qui est dans les télécoms, je crois qu'il n'est pas forcément mis, c'est si on veut générer des signaux. Parce que les antennes, il faut bien leur fournir un signal pour après l'envoyer dans votre poche. Donc ça, pareil, ça peut être généré par FPGA. En fait, le FPGA, globalement, c'est juste des circuits analogiques, rien de plus, mais côté numérique. Enfin, faut pas trop se tromper non plus, mais c'est circuit, faut retenir circuit numérique, comme si c'était une breadboard. Ensuite, vous avez beaucoup sur les satellites. Sur les satellites, vous avez beaucoup de compression vidéo. Ça, vous pouvez le demander à tous les gens qui ont fait leur stage à l'Aerospace Lab. En fait, l'idée, c'est toujours de gérer des flux. Vous avez un flux qui arrive d'une caméra, vous le passez dans la puce, elle fait sa tambouille, et il ressort sous forme de flux, mais compressé. Donc l'idée, en fait, c'est que quand vous traitez des grosses données que vous avez besoin de les compresser, c'est parce que vous n'avez pas la place de les stocker. Donc on ne peut pas utiliser un CPU classique, parce que lui, il faut d'abord que ce soit stocké avant de faire un cycle dessus. Donc on les traite purement en flux, avec des FPGA. Ensuite, tout ce qui est
algorithme spécifique avec besoin de base conso. Donc là, on parlait, en fait, ça recoupe un peu avec la compétition vidéo en satellite, mais si vous avez besoin de faire des petits algos, de paralléliser beaucoup de choses, en fait, les FPGA, comme ça fait uniquement ce pourquoi vous les avez programmés, ça consomme très peu comparé à un gros GPU. En fait, typiquement la compression vidéo, vous voulez compresser un flux, en soi, c'est pas très compliqué. Mais si vous commencez à mettre des puces NVIDIA 3090 dans vos satellites pour compresser des flux vidéo, je ne vous dis pas les panneaux solaires qu'il va falloir. Donc, on privilégie des algos basse conso. Et ensuite, on a un peu spoilé aussi, mais si on veut faire un grand nombre, on va dire, d'entrées-sorties en parallèle, donc typiquement, vous avez 10 capteurs, vos 10 capteurs ils tournent à 100 Hz, ben, en fait, vous ne pouvez pas forcément le faire avec un microprocesseur classique parce que vous l'avez peut-être expérimenté. Au début de votre boucle, vous utilisez le capteur 1, ensuite le 2, le 3. Si vous en avez 10, ben, quand vous allez lire le 10e, peut-être que le 1 il a déjà fait une mesure en plus, ou 2, vous avez perdu de la donnée. Donc si vous voulez utiliser tous vos capteurs au maximum, c'est mieux quand on les paye cher. Il faut les traiter en parallèle. Donc ça, c'est tout à fait le cas d'utilisation d'un FPGA. Vous mettez un circuit par capteur et vous avez votre traitement parallèle. Et après, bon, ça, c'est pas forcément un cas d'utilisation, mais c'est un peu rigolo. Vous pouvez reprogrammer tout en opération. Donc, typiquement, en spatial, je vous fais d'exemples spatial, pour ceux qui ne font pas ça. Mais en spatial, on peut envoyer un satellite, pas avoir fini le hardware, et le temps qu'on construise notre plateforme, on l'envoie, qu'elle soit en orbite opérationnelle, vous avez tout le temps qu'il faut pour finir d'écrire votre code, et après, vous le mettez avec une petite antenne dans votre mémoire, dans le satellite, et ça marche très bien. Et vous pouvez après le remettre à jour, pareil, je ne peux pas faire de pub, mais pour aller avec ceux qui sont aérospatiales, ils peuvent bien ça. Donc, on en a parlé un peu. La grande différence entre les CPU et les FPGA, on en a un peu parlé, mais là c'est beaucoup plus parlant avec ça. Hop. Donc, à gauche, vous avez un CPU. Vous êtes obligé de lire à côté le software, donc c'est toutes les instructions que vous lui donnez. Il va un coup chercher une instruction, un coup l'exécuter, et il va pouvoir prendre des données séquentiellement. Donc, en fait, ça c'est bien, mais là on a une grosse pile ici. Là, ça dépile pas très vite, et surtout si vous faites des opérations en chaîne, on va dire. Donc là, l'idée, c'est vous prenez une donnée, prenez une autre, vous les additionnez, enfin, vous faites des opérations mathématiques, mais vous accumulez. Bah, du coup, pendant qu'on fait ça, on ne peut pas dépiler, en fait, ici. Donc, on a un fonctionnement qui est hyper linéaire, et c'est pas forcément bon pour tous les algorithmes. Et on a l'équivalent ici en FPGA. Du coup, là, il n'y a pas de notion de software, vous n'avez pas de code qui dépile. En fait, vous programmez votre circuit, et comme si c'était sur une breadboard, ça va travailler en flux. Donc vous avez votre mémoire qui est stockée ici, enfin qui est ici avec les informations qui sont stockées dedans plutôt. Et en fait, on peut mettre ici autant de multiplieurs qu'on veut. Donc si on a envie de multiplier par des coefs, on peut tout faire en parallèle. Si vous avez besoin pour optimiser votre algo d'en mettre 10, bah, vous en mettez 10 et puis c'est tout. Et après, ça redescend le flux et ça arrive dans la mémoire de résultat. En fait, on voit que là, on est très très bon pour prélever les données. En fait, c'est très bien pour travailler en flux. Hein. Je le répète un peu, mais en fait, c'est typiquement le cas d'utilisation un peu classique. Là, on voit que les données, elles descendent hyper bien et surtout, elles n'ont pas besoin d'avoir fini la phase d'accumulation à la fin pour rentrer en haut. En fait, vous pouvez faire vraiment des étages comme ça. Il faut imaginer ça un petit peu comme si vous étiez en train d'optimiser une usine. Ben, vous avez vos cartons qui arrivent au début, et les cartons, ils glissent le long de votre chaîne de production, et vous mettez le nombre de machines qu'il faut pour que le flux ne soit pas bloqué à un moment. Et si vous avez ça, bah, c'est gagné, votre algo il tourne parfaitement.
et aux vitesses que vous attendez. Alors ça, c'est peut-être la partie la plus technique de la présentation. Donc, désolé pour ceux qui voulaient un truc un petit peu light, mais promis, ça va pas être compliqué. L'idée, c'est juste, parce qu'on n'en fait pas beaucoup à l'ESCPA, de parler un peu d'électronique numérique. Parce que les FPGA, j'ai dit que c'était un peu des circuits analogiques, en fait, c'est vraiment des circuits numériques. Du coup, il faut comprendre un tout petit peu comment on fait de la logique numérique pour créer des algos numériques. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment ça marche un FPGA et comment vous allez le programmer. Parce que la manière dont on le programme est très liée à la manière dont ça fonctionne, surtout si on veut faire des choses un peu bien. Donc c'est une partie assez importante. On parlait de transistors au début. Les transistors, en fait, ça vous permet, je l'ai mis ici, en gros, en numérique, vous avez 3 portes élémentaires. Si vous avez ces 3 portes-là, vous pouvez faire n'importe quel circuit un peu complexe. Donc en fait, des portes, c'est des assemblages de transistors. Du coup, si vous prenez 2 transistors, par exemple, vous les mettez sur votre breadboard, en ligne comme ça, vous avez une porte B. Donc, porte B, c'est, il faut que les 2 signaux d'entrée soient à l'état haut pour que le signal de sortie soit à l'état haut aussi. Sinon, il est tout le temps à 0. C'est une table de vérité, ce qu'on voit juste là. La porte bout, c'est un peu le même principe, mais c'est si l'un des deux est à 1, la sortie est à 1, et porte non, c'est exactement la sortie et l'inverse de l'entrée. Et en fait, avec ces 3 portes-là, vous pouvez faire des portes un peu plus complexes. Donc là, par exemple, c'est la OR exclusive. L'OR exclusive, c'est il faut exactement que l'une ou l'autre soit égale à 1, et pas les deux en même temps pour que la sortie soit égale à 1. Quand je dis égal à 1, c'est état logique haut, hein, c'est pas forcément 1 volt, c'est état logique haut. Ça peut être n'importe quoi en fonction de comment vous l'interprétez. Donc là, on voit que si on met l'entrée à 1 ici, avec nos petites combinaisons de portes, la sortie elle passe à 1. Si on met la B, pareil, la sortie reste à 1. Et si on met les deux, la sortie passe à 0. Et en fait, juste en agençant des portes un peu élémentaires comme ça, déjà on commence à avoir des trucs un peu sympas. Et avec des portes XOR, après, vous pouvez faire par exemple des additionneurs. En fait, une fois que vous avez compris un peu le principe et que vous avez les idées de comment les arranger, en fait, vous avez tout compris. Alors après, bien sûr, on ne programme pas tout le temps que des portes logiques, on a un peu des simplifications, mais c'est pour vous donner une idée. Donc là, c'est pas mal. Et si on revient avant, en fait, on voit que là, notre circuit, bon, d'accord, on change les entrées, ça change la sortie, mais en fait, il n'y a pas de notion de temporalité. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment stocker de l'information. Et pour ça, c'est pareil. Vous pouvez faire des arrangements de portes pour stocker de l'information. Là, vous avez un exemple de latch, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est si vous mettez le S à 1, le Q passe à 1, ensuite, si les deux restent à 0, la sortie ne bouge pas, et si jamais vous mettez le R à 1, pour reset, la sortie passe à 0. Là, je vous ai fait une petite animation pour illustrer un peu. Vous le mettez ici, du coup, il se maintient, une fois que le S est éteint, il se maintient à l'état haut. On voit que là, en fait, c'est une porte bout, si on les détaille un peu. Et donc, si on passe ça à 0, la sortie ici, elle reste à 1. Là, il y a une petite porte non à la fin. Du coup, ça reste à 0. Et donc, en fait, tout le circuit reste dans un état stable. Il n'y a que pendant les changements où il passe en état instable le temps qu'il trouve une configuration stable. Et c'est le fait de changer les entrées, en fait, qui fait basculer d'un état à l'autre. Le seul état un peu inconnu, c'est si vous mettez les deux entrées à 1. Là, vous avez vos deux sorties qui sont à 0. C'est pas vraiment un état inconnu, mais en fait, la deuxième sortie, elle est censée répliquer l'inverse de la première. Donc là, vous savez que votre circuit est en erreur, par exemple. Ça peut être utile. Et alors ça, c'est un des composants, je pense, les plus intéressants. Avant, c'était bien, mais ça permettait juste de comprendre un peu l'idée.
La bascule, par contre, c'est un élément que vous retrouverez tout le temps, et surtout, c'est un élément que vous retrouvez dans un FPGA. Alors que ceux d'avant, on le verra, mais c'est pas exactement ça. Là, pour le coup, les bascules, c'est vraiment l'élément de base. Bon, c'est pas toujours fait comme ça, mais je vous ai fait un petit exemple avec des portes logiques. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est un peu la même chose que tout à l'heure. On retrouve ici le latch qu'on a mis à la fin, là, et on a juste ajouté une petite porte au début. Mais en fait, notre idée, c'est de dire, là, on avait des circuits qui étaient, en fait, pas temporalisés. Donc, si jamais on change les données à n'importe quel instant, la sortie, elle va être changée tout de suite. Sauf que, bah, des fois, on a envie d'échantillonner. Et en fait, ne pas échantillonner, c'est un problème parce que ça veut dire que votre entrée et du coup votre sortie, de temps en temps, on a parlé d'état instable, elle est en transition. Et ça, c'est problématique parce que vous ne savez pas quand récupérer la donnée. Donc du coup, des fois, vous allez être en train de stabiliser un état. Et si vous lisez à ce moment-là, bah, vous avez juste n'importe quoi. Et ça fait du bruit après dans vos algorithmes, voire ça ne marche pas du tout. Donc c'est très important de bien savoir quand échantillonner, parce qu'on a des moments où on est instable, et des moments où on est stable. Et tout l'objectif du FPGA, enfin une grosse partie des problématiques après, quand vous devez faire des algos, c'est de bien respecter, de savoir à tout moment quand vos entrées et vos sorties sont stables ou pas. Et si vous prenez tout le temps les données quand c'est stable, ben ça marche bien, il n'y a pas de problème. Par contre, sinon, on n'est pas responsable de ce qui va se passer. Donc, l'idée ici, c'est en fait, quand le C, là, il passe à l'état O, on échantillonne D. Et du coup, Q va prendre la valeur de D. Donc là, au début, Q, il est initialisé à 1, par exemple. On imagine que le circuit était dans cet état-là avant. Si jamais on passe D à 1, il ne se passe rien. Ça, c'est le comportement qu'on veut. Et si jamais on passe C à 1, bah, instantanément, modulo les délais, la valeur de D va arriver donc. Et ça nous permet, en fait, si on fait varier C périodiquement, d'échantillonner D toujours à la même période, à la même fréquence. Et si là, on repasse D pendant que C est allumé, tout ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il faudrait refaire passer C à l'état bas, changer D, et ensuite rallumer C. Et là, le Q, du coup, il prend bien la valeur de D. Et avec ça, vous avez un échantillonnage en fait de D. Donc l'idée en FPGA, c'est que vous mettez ce circuit-là au début, plusieurs fois normalement. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi tout de suite, mais on va y revenir. Vous en mettez plusieurs. Donc vous échantillonnez 3 fois de suite, par exemple. Ensuite, vous mettez votre logique qu'on appelle combinatoire. Donc combinatoire, ça veut dire que c'est une combinaison de portes. Du coup, vous mettez votre additionneur, votre porte P, etc. en fonction du résultat que vous voulez. Et à la fin, vous en remettez un qui va échantillonner votre résultat. Et normalement, si tous les C ils sont connectés ensemble, bah en fait, votre donnée elle va transiter comme un flux. Exactement l'exemple qu'on a vu un petit peu plus haut. Votre donnée elle va se promener de bascule en bascule. Et au fur et à mesure, bah, elle va passer les étapes de l'algorithme. Et à la fin, elle est censée sortir valide, suivant une fréquence qui est définie par C. Alors là, je vous ai assommé avec un petit peu de théorie, et on va enfin voir du coup ce qu'il y a vraiment dedans. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde ici. Donc, on part avec ça. Je l'ai dit, un FPGA, c'est juste une puce classique. Donc, si vous la rencontrez sur un PCB ou une breadboard, c'est un peu osé, mais pourquoi pas. Vous allez vous retrouver avec une puce tout à fait classique, des pins d'entrée-sortie, des contrôles de voltage, etc. Et dedans, j'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, on a une grosse matrice. Donc l'idée, c'est que tous les pins d'entrée-sortie sur les côtés, c'est des pins qui sont connectés à l'intérieur dans une très grosse matrice. Là, j'en ai mis 9, mais en vrai, vous donnez des ordres de grandeur sur des FPGA.
un peu de base, vous en avez quelques dizaines, quelques centaines de milliers, et sur des FPGA très haut de gamme, ça peut monter à 3 millions à peu près, ça peut aller plus, ça dépend du prix que vous payez, mais globalement, c'est des très très grosses matrices. Et en fait, à chaque croisement de la matrice, vous avez des blocs d'interconnexion, et ces blocs-là, ils vous permettent de choisir si vous mettez par exemple ce fil-là avec ce fil-là, et à faire remonter les informations qui viennent du pin 0 par exemple, dans telle cellule logique. Et après, il y a la même chose en sortie. Moi, je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu gros. Mais en fait, l'idée, c'est que vous choisissez comment les signaux ils sont agencés à l'intérieur. Et vous pouvez faire ça parce qu'en fait, ils sont tous, quand ils sont construits, ou plutôt imprimés, en fait, ils ont prévu un très grand nombre de possibilités. Et ensuite, vous, quand vous programmez, vous faites que choisir une possibilité possible, une combinaison de signaux. Et donc, ça vous met réellement le fil ici sur cette cellule-là. C'est pour ça que j'ai parlé de circuit analogique. C'est parce qu'il n'y a pas de notion, comme quand vous programmez, en fait, ça arrive, je sais pas, sur le pin 1, ça va de la donnée après est stockée dans la RAM, puis ensuite elle est relue par d'autres choses, etc. Là, si vous voulez dire ce pin-là va être ici, il va réellement ici. Juste, il passe par des petits transistors. En fait, ça aussi, c'est des transistors, tout n'est que transistors. Et donc, ça rentre là-dedans, et ensuite, ça part sur n'importe quel côté. Si vous voulez, vous pouvez faire ça, relié à ça, et juste l'information, elle transite dans votre FPGA, et le circuit, le voltage d'entrée, ça va être exactement celui de sortie. Ça va passer un peu par des drivers à l'intérieur, mais globalement, le signal ne va pas être touché. Et donc, dans chaque cellule, c'est là où je vous ai dit qu'il y a des choses, des circuits plus intéressants que d'autres. Ça, la FF ou flip-flop, c'est votre bascule D en français. Et ça, c'est un peu l'arnaque du FPGA. En fait, il n'y a pas vraiment des portes logiques dans un FPGA, mais je vous ai représenté les portes logiques avec des tableaux de vérité. Et bien en fait, un tableau de vérité, c'est juste une mémoire qui a un ensemble de valeurs associe une valeur de sortie. Bah, du coup, dans chaque cellule logique, il y a ça. En fait, c'est des micro-mémoires. Donc, vous allez entrer, par exemple, les tailles sont variables, on va dire 4 fils. Ça vous donne, du coup, un adressage de 4 bits. Et donc, vous avez 2 puissance 4 possibilités à assigner au fil de sortie. Il faut savoir qu'il n'y a toujours qu'un seul fil de sortie, plus ou moins, dans des luttes, lookup table, ou tableau de vérité du coup en français. Et en fait, avec ces petits tableaux-là, bah, vous pouvez décrire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus versatile que juste mettre des portes logiques. Donc si vous voulez faire des portes P, bah, vous mettez la table de vérité de la porte P. Et si vous voulez faire une porte XOR, donc qui nécessite plusieurs portes logiques, bah, en fait, vous pouvez mettre directement la table de vérité de la porte XOR. Et du coup, le coût d'une porte XOR, en FPGA, c'est exactement la même si la table de vérité n'est pas différente, même si elle est plus complexe, ça vous coûte le même nombre de cellules à implémenter. Et ce qui fait que si vous voulez faire des additions, vous n'allez pas faire un ensemble de portes logiques, vous allez juste faire des tables de vérité pour votre additionneur. Je ne le dis pas au tout début parce que sinon ça retire un peu de la magie. Mais globalement c'est ça. Et à la fin, vous avez un petit multiplexeur. Ça c'est un peu hyper simplifié, mais en gros à la fin vous avez un gros multiplexeur qui vous permet de choisir d'où vient votre signal. Et donc soit vous faites passer votre table de vérité dans votre bascule parce que c'est la dernière de votre circuit combinatoire, donc vous avez envie de l'échantillonner, soit, ce que je l'ai dit en fait, c'est une toute petite mémoire. Si vous voulez faire des grosses tables de vérité, en fait, il vous suffit de ne pas passer là-dedans, de faire sortir directement la donnée de votre table de vérité dans une deuxième table de vérité, et vous enchaînez comme ça 100 000, et vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes avec. Alors ça, c'est sympa, mais par exemple,
si on veut faire des multiplications, c'est un peu la galère. Parce que faire une table de vérité de multiplication, c'est bien plus compliqué que faire la même chose pour des additions. Et alors, si vous voulez faire juste plein d'additions en boucle, c'est pas incroyable. Si vous multipliez par 1024, ça va être un peu long pour sortir le résultat. Et surtout, le résultat, il est variable en fonction de la multiplication que vous faites, parce que c'est une accumulation. Donc, ça introduit de la variation dans votre circuit. On n'aime pas trop ça en FPGA, on aime bien le déterministe. Et donc, pour ça, les constructeurs sont sympas. Ils ont vu que les gens voulaient multiplier les nombres. Et donc, ils ont mis, en fait, dans le FPGA, on n'a pas que des cellules élémentaires, comme je vous ai présenté. En fait, on a aussi des cellules un peu plus complexes. Donc, typiquement, on a des multiplieurs entiers. Et ça, vous mettez juste un nombre A et un nombre B en entrée, et ça vous fait la multiplication, et ça ressort le résultat. Donc après, on en a plein d'autres. On aime bien stocker de la donnée quand on fait des programmes. Du coup, ils ont mis des petites rames à l'intérieur. On aime bien gérer des fréquences, donc ils ont mis des générateurs de fréquences. On aime bien échantillonner des signaux, donc ils ont mis des ABC. Des fois, on les connecte. Enfin, si vous avez des gros FPGA, vous voulez des interfaces haute performance, parce que la donnée est bien 40, ou si elle rentre moins vite que ce que vous la traitez, c'est pas forcément hyper intéressant. Du coup, ils ont mis des bus un peu haute performance, donc PCI Express. C'est les bus que vous avez sur votre carte mère pour connecter les cartes graphiques, les cartes réseau, etc. Donc, en fait, il y a plein de choses dans les FPGA qui sont déjà présentes pour faciliter l'expérience de l'utilisateur. Et donc, si on veut rentrer un peu plus dans comment on fait, parce que là, on a compris globalement, c'était clair un peu sur qu'est-ce que c'est le FPGA, comment ça marche dedans. J'ai pas eu de malaise, donc c'est bon. Du coup, quand on veut faire globalement un projet en FPGA, comment ça marche? Donc, on a une grosse matrice, ce qui veut dire que on va pouvoir découper le FPGA en plusieurs systèmes. Donc là, typiquement, on a un nombre de capteurs qui rentrent. L'objectif, c'est toujours le même en système embarqué. On a des capteurs, on veut faire des choses, et ensuite mettre les résultats dans des actionneurs. Donc ça peut être des actuateurs, redescendre un flux radio, gérer des interfaces réseau, plein de choses que vous pouvez faire en sortie, allumer des LED, enfin, je vous apprends rien. Et donc, notre système, en fait, il peut être sous-découpé, comme on a une matrice. C'est comme une breadboard. Quand vous avez une breadboard, vous pouvez mettre plusieurs systèmes dessus en parallèle. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, on va faire, par exemple, un système qui va gérer la radio, un système en parallèle qui va enregistrer tout ce qui se passe dans le FPGA, un qui va gérer plutôt les configurations du matériel, et un qui gère toute la partie chaîne de contrôle, redescendre des informations, application des PID, etc. Donc là, si on zoome un peu sur notre chaîne de contrôle, là, on l'a vu au niveau du système. Ensuite, dedans, on va le découper en termes de modules. En FPGA, les modules, on appelle ça souvent des IP, pour Intellectual Property. Et en fait, on les appelle comme ça parce que ça peut être acheté, ça peut être fait et vendu. Donc le nom est un peu resté, mais en fait, il faut le voir vraiment comme des modules ou des librairies, en fonction de un peu ce que vous avez l'habitude. Globalement, c'est des blocs. Donc là, typiquement, on a notre GPS qui rentre. On va le faire aller dans une IP qui décode les signaux GPS et qui nous sort une position. Ces données-là, on va les faire aller dans un bloc qui applique un PID. Et on va faire descendre des infos. Donc, typiquement, à quelle vitesse, par exemple, on fait faire varier notre moteur. Et ensuite, ça, on le redescend dans un générateur de PWM qui va générer les signaux. Et en fait, on a découpé ça en blocs. Et donc, si on a déjà ces trois blocs, on a déjà notre système. Et si on veut mettre plusieurs systèmes, c'est juste un copier-coller, comme vous feriez vraiment en Simulink. Vous avez vos différents blocs. Des fois, vous les écrivez en MATLAB.
Des fois, vous les prenez des librairies déjà existantes. Voilà, c'est exactement pareil. Et ensuite, là, vous avez votre petite chaîne. Et ça sort sur les pins, actuateurs WM. Vous pouvez refaire descendre les logs, etc. Les petites IP, en fait, ça se présente comme ça. Ça, c'est une vue d'une IP dans un block design. C'est vraiment une librairie, c'est ce que je disais. Et c'est un peu la même chose que ce que vous avez dans Simulink. Ça permet de faire des designs complets de FPGA sans avoir une seule ligne de code à faire, si vous ne faites pas les modules, bien sûr. Donc là, on vous a mis un petit exemple. Typiquement, c'est un design hyper simple. Là, on a... alors, c'est un design hyper simple, mais il y a une petite subtilité qu'on verra après. Ça, on va dire que c'est un CPU. Là, on a un petit bloc qui gère les resets. Donc, si vous appuyez sur un bouton, ça va reset le signal. Ensuite, donc, on a là des pins de sortie de notre CPU. Le CPU, il va utiliser une mémoire DDR. C'est la même chose que ce que vous avez dans les PC, avec cette barre de RAM, une mémoire DDR. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez, là, on a des input-output qui sortent. Donc, toutes ces sorties-là, c'est des choses qu'on va retrouver en physique dans le FPGA. Donc, si je remonte, ça va être ces choses-là. Typiquement, hop, là, on peut imaginer dans la partie input-output, l'actuateur PWM, ça pourrait être ça, ou celui-là. Là, par exemple, c'est des LED. Donc, en gros, l'info, elle provient du CPU, elle descend ici, elle arrive dans une IP qui va faire la traduction de le CPU contrôle, je reçois un message mettre le pin 0 à 1, et lui, il va sortir un petit tableau, et ce tableau-là, on peut le mapper à des LED, ça va nous allumer nos LED, par exemple. Et là, on voit que, avant, il n'y avait pas de code. Donc là, par contre, je vous ai mis un petit exemple de VHDL, donc en FPGA, pour le programmer, je ne l'ai pas dit, mais en fait, on ne programme pas toutes les cellules à la main, heureusement. On a des langages de description, et ces langages de description ils nous permettent de décrire les systèmes. Donc là, c'est un petit compteur. Du coup, ça fait vraiment de la description, en fait. Si vous lisez en haut, vous avez votre compteur qui sort. Vous le voyez avec le petit bouclier out. Il a une largeur de 4 bits. En entrée, on a une horloge et un signal de reset. Le signal de reset, typiquement, ça peut être un bouton sur le board. L'horloge, elle va tourner à une fréquence donnée. Et en fait, on dit, à chaque front montant de l'horloge, si le bouton, enfin, le signal de reset est à 1, on met le compteur à 0. Sinon, on met le compteur à compteur plus 1. Et ensuite, on relie notre fil de sortie à la valeur du compteur. Et du coup, avec ça, vous donnez un compteur. C'est pas très compliqué. Ça, vous le donnez à votre IDE. Et lui, il va se charger de compiler ce code-là en éléments logiques. Donc, il va réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin en termes de table de vérité, de bascule pour faire ça. Il va faire sa petite embrouille. Il va les placer dans le FPGA. Il va dire on va utiliser la lutte numéro 10 en combinaison avec le 4, etc. Et c'est lui qui va essayer de vérifier est-ce qu'on arrive à tenir toutes les contraintes ou pas, est-ce que c'est possible. Si c'est possible, il vous sort un fichier de configuration que vous pouvez mettre sur votre carte. Si c'est pas possible, il vous mettra des messages d'erreur que vous enverrez. Et des fois, il va vous dire peut-être ça marche pas, et il va quand même vous donner le fichier de config, et il va vous dire bon courage pour les après, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes confiant ou pas. Tout ça c'est sympa, mais ça peut être un peu lourd à écrire. Donc de plus en plus, on a une manière de coller en FPGA qui arrive, c'est le High Level Synthesis pour HSL. De l'inverse, du coup, HSL pour High Level Synthesis. L'idée, c'était de fournir du code C, un peu comme quand vous faites du MATLAB, vous voulez compiler du code en C. Du coup, il fait la traduction code C vers HDL, en fonction de ce que vous utilisez. Et ensuite, HDL,
compiler pour vous donner le fameux fichier de configuration. Donc ça nous permet de... Si vous avez des algos qui existent déjà en C, vous savez qu'ils vont passer en FPGA parce que ça s'y prête bien, vous pouvez presque les mettre directement dans ces moulinettes-là, et ça va vous ressortir un code qui est ce qui est. Il n'est pas trop mal. Après, forcément, il ne peut pas être aussi optimisé que ce qu'un professionnel aurait fait. Par contre, des fois, il va peut-être faire mieux que ce que vous auriez fait en 1 heure. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que là, c'est beaucoup plus rapide à écrire. Donc, si vous voulez prototyper quelque chose de pas trop compliqué, un peu vite, vous allez passer moins de temps à faire ça que passer 2 semaines à essayer de faire un truc ultra optimisé. Ok, vous allez peut-être gagner 1 nanoseconde, mais après, c'est vous qui voyez où vous mettez vos priorités. En tout cas, c'est une possibilité. Là, vous avez un petit code qui a été fait par notre cher Hugo Allaire. Et en fait, ce code-là, c'est un portage. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des types DLP, c'est des capteurs d'altitude par pression, capteurs barométriques. Et en fait, il y a une petite compensation à faire sur les mesures que vous avez. Et cette compensation-là, bah, c'est pareil, il faut la faire en flux. Donc elle est assez efficace à faire avec FPGA. Et c'est amusé à faire plusieurs versions. Donc il y a une version C, c'est un peu la classique quand vous utilisez ce capteur-là. Et avec ça, il l'a passé dans des petites modifs, parce que là, on voit que c'est pas forcément que du C, mais en fait, avec des modifications un peu simples, on arrive quand même à avoir un petit module. En fait, à la fin, ça vous fait une IP comme ça. Donc pour vous, c'est totalement transparent. Vous mettez ça dans votre bloc design, comme on l'a vu avant. Et puis, en fait, ça se compile tout pareil. Donc, ça permet d'aller un peu plus vite. On l'a vu un peu avant. C'était un peu les slides qui se croisent. Mais en fait, dans les FPGA, on a des éléments un peu de base. Et du coup, bah en fait, dans les FPGA, on peut mettre des CPU. C'est un peu le truc marrant. Mais du coup, c'est une technique qui s'appelle softcore, parce que c'est pas un vrai CPU. Mais en fait, avec toutes les ressources que vous avez à l'intérieur, vous pouvez simuler le fonctionnement. Pas simuler, mais vous pouvez avoir des équivalents de circuits qui réagissent comme des microprocesseurs. C'est exactement ce qu'il y a là, c'est un petit microblaze. Donc ça, c'est une IP qui est fournie par par le constructeur, en l'occurrence, c'est Xilinx qui fait ça. Et il vous propose, comme beaucoup de gens utilisent des microprocesseurs pour dérouler leurs séquences dans leur système embarqué, bah, ils ont mis à disposition une IP gratuite, en tout cas pour les non commerciaux, pour avoir un petit processeur dans votre FPGA. Ça peut toujours servir parce que le FPGA il travaille bien au flux, mais en fait c'est tout de suite hyper lourd de faire des déroulements de séquences pour initialiser vos capteurs. Je ne sais pas si vous voulez faire une petite séquence avec des printf, etc. Ça prend 2 secondes à faire en microprocesseur. Bon, en FPGA c'est un peu plus cossu. Donc c'est bien d'avoir les deux. Comme ça, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous mettez tout ce qui travaille en flux dans le FPGA. Et votre processeur, vous le mettez aussi dans le FPGA, ça vous évite d'avoir 2 puces sur votre circuit. Et puis, pour ce que vous allez en faire, de toute façon, il tourne déjà très très bien. Ça se cadence hyper facilement à 100 ou 200 MHz. C'est, pour un ordre d'idée, la fréquence d'une Raspberry Pi Pico. Et je ne sais pas combien de fois plus, mais beaucoup plus qu'une Arduino. Alors ça, c'est pas mal. Mais encore une fois, bah, les gens n'utilisaient que ça. Et donc les constructeurs, ils ont réfléchi un peu, et ils se sont dit que ce serait pas mal d'avoir dans la puce carrément un vrai CPU qui s'interconnecte avec une partie FPGA. Comme ça, vous ne perdez pas les ressources FPGA à faire un CPU. Ça, c'est ce qu'on appelle un système à chip ou SoC. Ça, vous allez en avoir énormément dans tout ce qui est RF, tout ce qui est spatial aussi. On a énormément. C'est souvent d'ailleurs des SoC. On a un peu les deux, je pense à proportion équivalente. Et donc, le système on chip, l'idée c'est quoi? Vous avez des blocs qui sont imprimés directement sur la même puce, et donc tout ça, ça communique hyper vite entre eux. Mais en fait, c'est toujours le même principe. La grosse matrice, le CPU, donc le CPU a ses propres pins.
comme vous aurez dans un microprocesseur, et il y a certains pins qui sont sur les FPGA. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'il peut y avoir dans un socle, là je vous ai mis la grosse table des Ultrascaling Plus, Zinc, du coup. Ça fait un peu peur, mais en fait c'est assez simple à lire. En gros, vous avez ici 2 modules ARM, Cortex, donc c'est grosso modo ce qu'il y aurait dans une phase de par exemple. C'est pas les mêmes, mais on va dire pour simplifier que c'est ça. Vous avez du couple de cœur, vous pouvez travailler en parallèle sur votre CPU. Vous avez des petites mémoires, des interfaces avec de la DDR pour stocker les grosses données. Vous avez pas mal de petits systèmes, donc des timers, des gestions d'horloge, des DMA. Et après, ils se sont fait plaisir, il y a plein de petites interconnexions qui sont déjà prévues. Donc vous pouvez faire un peu les choses de base, du SATA, du PCI Express, du gigabit Ethernet, de l'USB, UART, SPI, enfin, je peux à la liste, mais globalement, tout ce qu'on retrouve dans un PC classique, dans un système embarqué, c'est là. Et après, il y a toute la partie donc programmable logique, c'est la partie FPGA en fait. Et donc vous le verrez jamais sous le nom FPGA parce que FPGA ça désigne uniquement les puces qui sont complètement programmables. Et pour les systèmes on-chip, on parle de programmable logique. Et très souvent, on utilise l'acronyme PS-PL. Donc PL, c'est pour programmable logique. PS pour Processing System. Donc ce qu'il faut retenir, si vous êtes en entreprise, c'est le PS, c'est un CPU. Et la PL, c'est un FPGA. Globalement, c'est le plus important. Et dedans, donc là, ils vous font le détail, mais donc les DSP, c'était les petits multipliers que je vous ai présentés avant. Le bloc RAM, pareil, de la mémoire dans le FPGA. En fait, le FPGA, c'est un ensemble de choses, mais c'est de plus en plus plein de petits modules qui sont déjà imprimés ou reliés entre eux. Donc, on va essayer de conclure un peu sur tout ce qu'on a vu. Et le plus important, on va dire, parce que je sais que vous ne retiendrez pas de toute façon, c'est pas la peine de tout retenir, mais on va essayer de faire une synthèse sur le plus important. Donc, si vous voulez bosser dans le FPGA, il faut absolument retenir la différence entre logique combinatoire et séquentielle. Donc, combinatoire, c'est toute la partie où la donnée transite sans horloge. Donc, typiquement, c'est la combinaison des portes logiques ou de plusieurs ensembles de portes logiques. Je sais pas, par exemple, si on fait 2 additions successives sans horloge, ça peut être un circuit combinatoire. Et après, la partie séquentielle, c'est en fait quand on va venir ajouter des bascules, et donc c'est les étages d'échantillonnage. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les contraintes de timing, de temps, de propagation dans les FPGA, sont un gros sujet, c'est que dans la partie, enfin, c'est pas que, mais c'est souvent dans la partie combinatoire. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que dans votre partie combinatoire, ça aille suffisamment vite pour arriver à temps dans les parties séquentielles. Et si vous avez fait ça, votre système marche normalement comme vous l'avez décrit. Ensuite, qu'est-ce que c'est un FPGA? C'est un ensemble de... C'est une grosse matrice sur laquelle vous allez mettre plusieurs circuits numériques TTL. TTL, c'est pour... c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y en a par exemple. Ouais, c'est quoi les deux T? Ah, transistor. Effectivement. Donc en gros, vous avez un circuit numérique et puis c'est tout, en fait. Globalement, c'est que ça, les FPGA. Ça fait peur, mais en fait, c'est comme une grosse whiteboard. C'est utilisé pourquoi? Quand vous voulez des très basses latences ou des hautes performances. La basse latence, c'est que ça va vite d'un point A. Enfin, ouais, c'est ça. Ça va vite d'un point A à un point B. Et haute performance, c'est que peut-être ça va être lent entre le point A et le point B. Par contre, on fait passer beaucoup de données. Donc en fait, si vous mettez énormément d'étages séquentiels dans votre circuit, il va être très lent. Donc, ça va mettre longtemps pour rapatrier les données du point A au point B. Par contre, en fait, à chaque étage, vous allez prendre des données en plus. Donc, il y a beaucoup plus de données qui vont transiter en même temps.
Et donc, ça vous permet de maintenir des fréquences assez hautes. Et parfois, c'est plus intéressant d'avoir une basse latence, parfois une haute performance, ça dépend un peu des besoins. Mais on va dire, si on prend un petit exemple pour bien comprendre, si vous avez un capteur qui échantillonne à 100 Hz, c'est un peu lent, mais ça fera l'affaire. Si votre circuit, par exemple, avec une latence de 1, donc quand je dis 1, c'est 1 coup d'horloge, il arrive à travailler à 50 Hz. Bah, du coup, vous ratez une donnée sur deux. Donc des fois, ça peut valoir le coup d'avoir une latence de 3, mais de travailler à 100 Hz, parce que du coup, si vous avez plus d'étages, il y a moins d'espace dans votre partie combinatoire, et donc s'il y a moins d'espace dans la partie combinatoire, ça vous contraint moins dans les délais de propagation. Du coup, vous pouvez monter en fréquence. Donc des fois, vous voulez de la fréquence, des fois, vous voulez de la latence. C'est un peu les deux trade-offs que vous avez quand vous faites un algo FPGA. Et ensuite, bah, c'est souvent quand même accompagné d'un CPU. Ça travaille rarement tout seul. Et donc, bah, dans ce cas-là, c'est soit system on chip, soit softcore, soit carrément le processeur est plus loin dans le système, mais il y en aura 90%, hein, c'est le plus probable. Et je vous ai juste préparé un petit truc pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent se faire plaisir avec des vidéos sympas. Moi, c'est les deux youtubeurs que je préfère sur le sujet et qui m'ont énormément appris. Parce que vous l'avez vu, en fait, le FPGA, finalement, c'est rien de très spécifique. Si vous voulez faire du FPGA, l'important, c'est plutôt de savoir faire des circuits numériques que faire du FPGA. Et donc, pour ça, il y a deux super bonnes chaînes. Cordant, qui fait plein de vidéos très bien expliquées, où il parle de ça. Ça, c'est la première vidéo, on va dire, intéressante sur le sujet, qui repart un peu des portes logiques que je vous avais montré au début, et il remonte après en montant les niveaux d'abstraction, et il construit des systèmes de plus en plus complexes. Lui, il se focalise sur comment marche un CPU, mais en fait, il y a tellement d'éléments d'architecture dans un CPU que si vous comprenez ça, après vous aurez des idées un peu pour faire n'importe quel circuit en mode. Et dans la même veine, vous avez Ben Hitter. C'est un peu plus complexe. Lui, il travaille énormément sur circuit réel en breadboard. Et il a une série hyper intéressante, c'est comment faire un processeur 8 bits. Donc il fait tout ici sur breadboard, il explique tout de A à Z. C'est extrêmement intéressant, et comme c'est un cas plutôt basique, ça permet de comprendre sans trop se casser la tête. Et après, il fait énormément de vidéos sur les protocoles de communication. Et les protocoles de communication, c'est une grosse partie quand même de FPGA, parce qu'on l'a dit, on travaille sur des flux. Et donc, flux, forcément, on a besoin de protocoles pour échanger des infos. Donc, connaître un peu les rudiments des bustes numériques, ça peut servir énormément. Bah, je pense que du coup, on va s'arrêter là pour le cassage de crâne. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, on peut se faire plaisir. Ouais. Est-ce qu'on a un deuxième micro, sinon, pour la question? Un, deux. Bonjour. Si le FPGA, ça dépend beaucoup du hardware, comment ça se fait qu'on puisse changer de circuit, même en n'ayant pas accès physiquement à la puce? Alors, ça c'est un truc assez intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. En fait, si vous voulez, le FPGA, c'est la grosse matrice. Okay, en fait, sur chaque point de la matrice, vous avez des interconnexions et l'état de vérité. En fait, ce qu'on fait pour paramétrer chacune de ces choses-là, donc les interconnexions, l'intérieur des petites mémoires de l'état de vérité, les grosses mémoires aussi. En fait, en dessous du FPGA, il y a une grosse RAM. Je peux peut-être le dessiner un peu, mais je pense qu'on va rien voir. On verra si c'est clair à l'oral. En fait, vous avez une grosse RAM en dessous de vos portes logiques dans le FPGA. Et donc, quand vous écrivez dans la RAM, en fait, les infos remontent
dans les différents transistors, et du coup, ça les met à des états qui, du coup, choisissent le comportement du FPGA. En fait, vous mettez ce fameux fichier, j'en ai parlé un peu, le fichier de config. En fait, le fichier de config, c'est ce que vous mettez dans cette mémoire, et en le mettant dans cette mémoire, à différents endroits de la mémoire, en fait, vous avez vos portes qui sont positionnés, les petites mémoires aussi, les lookup tables. Et en fait, en programmant la RAM, du coup, vous programmez le FPGA, entre guillemets, par un peu effet de capillarité. Et cette mémoire, par contre, elle est volatile. Donc il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous éteignez le FPGA, il repasse dans un état standard, donc il n'est plus programmé. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mémoire non volatile à côté, souvent des petites flashs QSPI assez classiques. Mais en fait, au démarrage, le FPGA vient chercher dans cette mémoire le fichier config, qu'il écrit ensuite dans sa RAM, et après, votre board, elle est programmée. Et vous pouvez aussi le faire à la volée, mais du coup, il y a un petit temps, ça faut parfois le prendre en compte, il y a un petit temps quand vous l'allumez, où du coup, il passe d'un état non programmé à un état fonctionnel. C'est un peu plus clair. L'état standard, il est fait par les équipes qui s'occupent du FPGA, ça vient pas être dessus. En fait, l'état standard, c'est un état de non-configuration, donc c'est un état qui est un peu indéterminé, et on va dire, en fait, qui est indéterminé. Il peut être indéterminé. L'état de transition est un peu, faut pas trop être dedans, quoi. Mais en fait, vous passez en fait, c'est toujours le même état. Donc, quand vous recevez la board, en fonction de comment elle a été imprimée, si ceux qui ont fabriqué le FPGA, ils ont dit l'état non configuré, c'est toutes les sorties, par exemple, à 0, du coup, vous aurez tout le temps ça, vous ne pouvez pas le changer. Et à l'inverse, s'ils ont mis tous les états à haut, on ne va pas le changer non plus. Donc il faut faire un peu gaffe quand même. Moi j'ai déjà vu où en fait il y a des moments quand vous flashez votre FPGA, enfin quand il est dans un état que vous ne maîtrisez pas complètement, parfois c'est bien d'avoir des petites sécurités. Donc typiquement, si votre FPGA il est censé allumer un gros relais qui va envoyer du 40 ampères dans un truc, c'est pas mal de mettre une petite sécu quand même, pour être sûr que ce truc-là, pendant une programmation, il ne va pas s'allumer tout seul. Ou voilà. C'est un petit tips pour éviter de faire brûler des choses. Merci. Est-ce que tu aurais des cartes pas trop chères à conseiller? Alors, parce que du coup, j'ai juste vu la Tank Nano qui est à 15 €, comme ça. Ça, on me l'a pas mal demandé. Moi, j'ai 3 boards que je recommande si vous voulez un peu commencer. Moi, la première que j'ai prise, c'est la Basis 3 de chez Vigilant, mais elle est super chère. Enfin, super chère. En fait, elle est à, je sais plus, 200, je crois, ou 150. Enfin bon, c'est un peu possible quand même, si vous voulez juste essayer et que vous n'êtes pas sûr de bien aimer. Donc, ce que je conseille, il y a des très bonnes boards après sur AliExpress. Et il y en a plein qui ont commandé, et ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas de problème. Ce que je conseille, c'est des boards Zinc. En fait, c'est des systèmes on chip. C'est un peu la même chose que ce que vous avez montré ici. Elle est juste là. Donc, du coup, système on chip, vous avez un processeur, un peu les entrées-sorties de base. Et ce qui est sympa avec ces cartes-là, vous cherchez sur AliExpress Zinc Backboard. Et en fait, vous allez avoir des entrées-sorties un peu plus complexes. Par exemple, sur une base 3, vous avez pas mal de pins classiques, mais bon, les pins GPIO un peu de base ne sortent pas d'Ethernet dessus. Il y a un VGA, mais bon, le VGA, quand on a un écran VGA, maintenant il fonctionne un peu tout aussi. Donc les sorties ne sont pas hyper adaptées, on peut faire piloter des LED,
Bon, après, 200 € pour faire clignoter des LED, bon, voilà. Du coup, avec les bords de Zig, ce qui est sympa, c'est que souvent, il y a HDMI, des fois 2 gigabits Ethernet, du coup, un pour la partie PS et un pour la partie PL. Donc c'est un plutôt bon compromis. La partie PS, normalement, elle est facile à mettre en place. Et puis, si on veut s'amuser à faire un truc Ethernet pur avec déjà, on peut aussi. C'est sympa pour apprendre. Par contre, du coup, je trouve que la prise en main d'un SOC, ça peut être un peu plus compliqué. C'est le seul frein, on va dire, que j'ai avec ces bords-là. Après, si vous savez un peu plier, pas trop de contre-indication. C'est pas plus compliqué qu'une autre. Et du coup, tu connais la tombe d'anneau? Parce que ça, tombe d'anneau, je connais, c'est pas mal. En fait, c'est très bien pour le prix. En fait, je dirais, la tombe d'anneau, c'est bien pour la mettre dans des vrais projets. C'est-à-dire qu'en gros, pour apprendre, c'est bien d'avoir une deadboard avec plein d'entrées-sorties. Parce que du coup, on peut plus se faire plaisir sur ce qu'on utilise, ce qu'on affiche. Par contre, si vous voulez mettre votre FPGA dans une mini-fusée, on n'est pas sûr de l'état dans lequel elle va atterrir, bah, c'est pareil, même une board à 100 €, en vrai, ça fait un peu chier. Donc, c'est mieux une tombe nano à 15 €. Même si ça explose, c'est un peu cher, mais ça va. Par contre, pour la tombe nano, après des retours, justement, de monsieur Allaire, faut pas trop les remplir. En fait, dépasser, je crois, 70-80% d'utilisation, on commence à avoir du cross-talking entre les différentes luttes. Et du coup, vous avez des lead Donc, des signaux logiques à 1 qui passent à 0 parce qu'ils sont un peu bruités. Et il suffit que ça passe en dessous du seuil, et ça change tout seul, quoi. Donc, c'est pas fou. Ça doit pas pouvoir monter très haut en fréquence. Mais après, voilà, si c'est pour. En fait, ça dépend toujours de l'utilisation. Quand c'est pour des petits circuits embarqués, en général, la charge de travail est pas énorme. Ça permet de faire des trucs rigolos. C'est toujours sympa de dire comme ça claque, on y arrive déjà dans notre projet étudiant. C'est pas mal. Si j'ai une question aussi. Au début, tu parlais de. Alors, c'est pas des librairies, mais c'est l'équivalent du coup pour les FPGA. Celle-là. Ouais. Ouais. Voilà, intellectual property, c'est ça. Les IP. Ouais. Donc, t'as marqué les IP doivent être achetées au sens acheter du terme. Ouais, en fait, au sens. Alors, en fait, il y en a qui sont mis de base avec les éditeurs. Donc en gros, alors souvent, moi je l'ai pas dit, c'est pas. En fait, c'est une marque de FPGA, en gros, un éditeur. Donc si vous achetez des FPGA Xilinx, vous utilisez Vivaldo, des FPGA Intel, vous utilisez Quartus, des FPGA Tang, c'est encore un autre truc. Donc en fait, chacun a un peu sa sauce, parce que faut que le compilateur il soit très 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 bien au courant de qu'est-ce qu'il y a dans les FPGA et des stratégies un peu de routage. Mais en fait, si votre éditeur déroute mal le FPGA, vous aurez des perfs moins bien. Du coup, ceux qui font les FPGA, ils aiment bien que leur FPGA marche bien, donc ils font eux-mêmes leurs algos de routage. Du coup, souvent, ils embarquent aussi des IP. Donc, avec Xilinx, vous avez une panoplie d'IP assez impressionnante que vous pouvez utiliser gratuitement quand vous êtes chez vous. Donc, typiquement, il y a des IP gigabit Ethernet, des IP HDMI. Vous pouvez quasiment tout faire sans coder en HDMI. Et bien sûr, il y a des choses un peu plus complexes. Donc, je finis quand même avec celle-là. En fait, si vous les avez gratuitement quand c'est non commercial, par contre, bah, des fois, quand vous êtes une entreprise, il va falloir acheter un petit billet. Donc, ça marche beaucoup par la licence. Du coup, l'IP est là, mais si on veut l'utiliser, il faut une licence. Et sinon, il y a carrément des IP qui sont vendus par des boîtes, c'est pas des boîtes de prestat, mais c'est des boîtes qui fournissent l'IP, comme elles vendraient une librairie Arduino. Et alors, là, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez un petit billet et elle vous file l'IP, mais elle est cryptée. Du coup, vous ne pouvez pas lire le code source, mais vous pouvez quand même la compiler. C'est des IP boîtes noires.
soit vous mettez un courrier, et du coup, elle vous donne le code source, vous pouvez la modifier, etc. C'est comme si c'était une idée que vous avez codée vous-même. Les deux existent. D'autres questions? Je vous remercie.